Alors bonjour et bienvenue à cette leçon en ligne qui s'inscrit en complément du cours hybride GL FRAN 4544, Ombre des Lumières et Romantisme Noir. Le thème de la leçon d'aujourd'hui, terreur versus horreur dans le roman gothique. Mais avant d'aborder la définition plus précise de ces deux termes, j'aimerais en guise d'introduction vous rappeler peut-être deux postures interprétatives que l'on peut adopter lorsqu'on aborde le roman noir. Premièrement, il s'agit soit de stratégies pour vaincre la peur, d'une part, ou d'autre part, la catharsis. Donc ne vous en faites pas, je vais définir ces deux approches beaucoup plus en détail dans le courant de la présentation. Premier point important à se rappeler lorsqu'on aborde la fiction gothique, c'est que le but de tous ces romans noirs est essentiellement moral. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'auteur, en fait, essaie d'éduquer les sentiments du lecteur par le biais de l'identification du lecteur justement aux sentiments des personnages. Il essaie donc, en d'autres termes, d'éveiller la sympathie du lecteur en suscitant deux principaux sentiments, c'est-à-dire la pitié et la peur. Donc, les auteurs de romans noirs essaient aussi en parallèle d'explorer l'esprit humain et les causes du mal avec un M majuscule, de façon à ce que le mal puisse être évité et, en corollaire, la vertu encouragée. D'autre part, il est peut-être bon de rappeler une des caractéristiques du fantastique. Donc, on se rappelle que les romans noirs ou gothiques vont faire intervenir à différents degrés l'apparition d'événements surnaturels dans le courant du récit. Donc, une des caractéristiques du fantastique, c'est d'arriver à faire participer émotionnellement le lecteur. C'est-à-dire qu'on essaie à ce moment-là d'intégrer le lecteur au personnage carrément de la fiction. Et dernier point important en guise d'introduction, ce portrait général de rappel du roman noir, c'est qu'essentiellement le moyen exercé par les romanciers gothiques est tout simplement de faire peur, to scare. En fait, le roman terrifiant va donc faire appel à un instinct profondément enraciné chez l'homme, c'est-à-dire cette pulsion irrésistible et inexplicable qui nous attire vers le macabre. Et dans ce contexte, la peur va exercer un pouvoir irrésistible sur l'esprit humain et va procurer ce qu'on appelle un plaisir terrible ou un délicieux frisson dont on a déjà parlé, c'est-à-dire une espèce de fascination pour la beauté, de la terreur ou de l'horreur. Alors pour revenir au premier point, c'est-à-dire le but moral de la fiction gothique, je vous fournis une citation de Françoise Duperron-Lafay qui résume quand même assez bien ce but moral. Donc, je cite, « Malgré la vocation récréative du roman noir, les formes de déviance qu'il présentait avaient pour but ultime de redéfinir les limites en soulignant les ravages et les conséquences désastreuses de la transgression. » Transgression qui peut être le papisme, c'est-à-dire l'anticléricalisme, la sexualité débridée, le viol, l'inceste, l'usurpation, la rivalité avec le père, etc. Et en rétablissant l'ordre, donc à la fin des romans, sorte de rituel d'exorcisme aboutissant à la restauration de la cohésion sociale. Donc on a une définition ici qui résume essentiellement le but moral des romans noirs. Ensuite, pour peut-être un petit peu plus préciser, c'est la deuxième le deuxième item, de cette introduction, la caractéristique du fantastique, c'est-à-dire faire participer émotionnellement le lecteur. Citation aussi de Louis Vax qui dit « Il n'y a pas de littérature fantastique si le lecteur, ici je cite, n'est pas entraîné dans l'aventure du héros-victime, et dans le cas qui nous occupe, ce sont souvent des héroïnes victimes, alors que les villains inquiètent vaguement le lecteur qui n'est pas loin de fermer sa porte à clé et de regarder sous son lit. Évidemment, une fois la dernière page du roman terminée. Donc ça résume cette participation émotionnelle du lecteur d'une façon assez emblématique. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est revenir sur les deux principales approches ou postures interprétatives, c'est-à-dire les stratégies pour vaincre la peur et la catharsis. Donc, je vais commencer avec la première, donc les stratégies pour vaincre la peur, et ça reprend ce que je vous ai présenté dans la dernière leçon en ligne, donc l'interprétation de Valérie Courville, je vous résume ce que je vous avais déjà présenté. D'une part,
Ce que suggère cet auteur, c'est que la culture anglo-saxonne protestante du 18e siècle a fait en sorte que dans les romans noirs, on a pu intégrer un effet ou des effets positifs de la peur, alors qu'habituellement dans la culture classique, la peur est associée à des effets plutôt négatifs. Donc il existe, selon toujours Valérie de Courville-Nicolle, dans les romans noirs, différentes stratégies pour vaincre la peur. Dans ce contexte, l'individu, donc dans la réalité, dans la vie réelle, apparaît dans les sociétés libérales, démocratiques, qui ne sont plus soumis à un pouvoir tyrannique, comme un objet dangereux à gouverner, principalement à cause du désir individuel, qui, s'il est assouvi, menace à la fois l'individu et la société. Ensuite, donc ce qu'elle propose, c'est que le contrôle libre et autonome de soi, c'est-à-dire la sublimation de nos passions et de nos désirs instinctifs, va passer par justement cette frustration du désir. Et comment cette frustration du désir est-elle inscrite dans le parcours de chaque individu? Bien évidemment, c'est premièrement par l'éducation et ensuite par la socialisation. Donc, dans une société libérale qui dépend justement de la subordination morale individuelle et volontaire de chaque individu, les enfants vont apprendre à l'école justement graduellement et avec leurs parents à sublimer leurs passions et à retarder l'assouvissement de leurs désirs. Donc, c'est dans ce contexte que la peur et la frustration du désir deviennent en quelque sorte nécessaires à cette liberté qui existe dans les sociétés où règne l'ordre social. C'est ce que Valérie de Courville-Nicolle appelle la rationalisation de la peur. En quelque sorte, les romans gothiques vont être associés à trois moments esthétiques, donc c'est-à-dire trois moments esthétiques qui sont associés aux stratégies pour vaincre la peur. Autrement dit, les romans gothiques visent, selon Valérie de Courville-Nicolle, à rendre l'individu craintif afin qu'il arrive à se gouverner en sublimant ses passions. Alors la peur qui est mise en discours dans le roman gothique servirait, en d'autres termes, à l'éducation morale des individus pour qu'ils prennent en charge leur propre dangerosité. Donc ça résume quand même assez bien cette optique, et c'est dans ce contexte que, toujours d'après Valérie de Courville-Nicolle, les romans noirs ou romans gothiques ont eu énormément de succès à la fin du 18e siècle, notamment dans leur traduction française, parce qu'ils ont eu un impact considérable sur le comportement des lecteurs à ce moment précis de l'histoire où on vient juste de passer la terreur avec un T majuscule et où on est encore soumis au dernier moment de la Révolution française. Et ces trois moments esthétiques, je vous rappelle, d'après Valérie de Courville-Nicolle, sont la terreur, l'horreur et l'angoisse. Donc nous allons nous attarder un petit peu plus aujourd'hui sur la terreur et l'horreur. Et l'angoisse, j'y reviendrai lorsqu'on verra le romantisme noir à partir de 1815, qui va délaisser un peu la terreur et l'horreur pour aller vers un petit peu plus l'angoisse. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur terreur et horreur. Donc ça, il s'agit de la première interprétation ou posture interprétative, c'est-à-dire les stratégies pour vaincre la peur. Si on regarde d'un autre côté, une deuxième posture intellectuelle ou interprétative, je devrais dire, selon Élisabeth Durault-Bousset. Donc, Élisabeth Durault-Bousset propose premièrement que le roman noir s'inspire en premier lieu du roman sentimentaliste. Donc, qu'est-ce que le roman sentimentaliste? En résumé, il s'agit de cultiver les bons sentiments du lecteur en faisant appel à son sens moral. Donc, dans le roman sentimentaliste, on va inviter le lecteur à admirer les bons sentiments des personnages, afin que le lecteur éprouve de la sympathie pour ces personnages vertueux. Donc, selon cette interprétation, l'être humain aurait des qualités naturelles et qui vont faire en sorte qu'il pourra mener une vie vertueuse, exempte de vices, s'il est correctement éduqué. Donc, tout être humain aurait un sens moral en lui permettant de distinguer le bien et le mal. Et les personnages de ces romans sentimentalistes vont être des héros vertueux qui accomplissent le bien autour d'eux.
Et donc deux possibilités, hein, soit que le roman va provoquer les pleurs du lecteur ou les bons sentiments. Donc les bons sentiments lorsque ces individus répandent le bien autour d'eux, et les pleurs lorsque il leur arrive des malheurs. Donc selon cette optique, hein, la littérature servirait, hein, les romans serviraient à diriger les passions vers la bonté, hein, des personnages. Évidemment, c'est pas ce qu'on voit uniquement dans le roman noir, et c'est là où ça devient intéressant dans le contexte de la terreur et l'horreur, c'est que Elisabeth Durault-Bousset propose que oui, donc on s'inspire du roman sentimentaliste, mais d'autre part, le roman noir s'inspire aussi de la tragédie. Et c'est excessivement important, hein? On se rappelle que le premier roman noir, Le Château d'Otrante, rédigé par Horace Walpole, se réclamait directement de la tragédie. Je vous renvoie à la première préface, hein, de l'auteur qu'on avait vue en détail, où il va dire justement c'est-à-dire la deuxième préface, hein, où il va faire une apologie de sa référence à Shakespeare. Et je fais une petite parenthèse ici mais une parenthèse importante parce que je ne l'ai pas mentionné précisément jusqu'à maintenant. Les deux romans que vous avez lus, hein, les deux romans des maîtres du roman noir, c'est-à-dire Le Moine de Lewis et L'Italien d'Anne Radcliffe, ces deux romans en version anglaise originale, tous les chapitres sans exception sont précédés ou commencent, hein, par une exergue ou une citation à 95% tirée de pièces de Shakespeare. Évidemment, ce qui est assez curieux, c'est que dans les traductions en français, les traducteurs ont complètement omis, hein, ils n'ont tout simplement pas inscrit la traduction de ces exergues ou de ces citations, se disant que le public français, n'ayant pas la culture, hein, du théâtre élisabétain, ne comprendrait pas ou ne serait pas appelé par ces citations. Mais évidemment, cela ne veut pas dire que la tragédie shakespearienne n'était pas importante, hein, au contraire, et c'est un des problèmes, hein, qui se posent dans les traductions. Je reviendrai au prochain cours comment la traduction peut un peu changer, en fait, hein, la manière dont on aborde ces romans noirs. Donc, fin de la parenthèse. Donc la tragédie, si on revient, hein, la tragédie, qu'est-ce qu'elle vise? Elle vise à provoquer deux sentiments en particulier, ou deux passions, hein, particulières, la pitié et la peur. Et la peur peut se décliner sous différentes appellations, c'est-à-dire la terreur, l'horreur ou l'angoisse. Donc, je vous rappelle que on va voir un petit peu plus en détail aujourd'hui terreur et horreur, et angoisse, on verra ça un petit peu plus tard. Donc on essaie dans le roman noir, donc en s'inspirant de la tragédie, de provoquer la pitié et la peur, plutôt que les pleurs ou les bons sentiments qui étaient l'objet du roman sentimentaliste que l'on a vu donc un petit peu plus haut. Et en fait, la tragédie vise à susciter la peur afin que le lecteur reconnaisse comme sien, hein, ses désirs, et en les voyant exposés dans la fiction, il s'en libère par une forme de ce qu'on va appeler une forme de catharsis, c'est-à-dire un effet produit au théâtre par la tragédie sur le public. Donc je vais revenir plus en détail sur la définition de catharsis dans quelques minutes, mais pour l'instant, je m'en tiens à ça. Évidemment, c'est le lien surtout entre le gothic villain et la victime qui va provoquer cette catharsis. Et autrement dit, le succès du roman gothique va découler, en fait, selon cette posture, de l'effet thérapeutique, hein, sur les peurs contemporaines éprouvées par les lecteurs. En d'autres termes, selon cette posture, Elisabeth Durault-Bousset propose qu'en quelque sorte, le roman gothique a pris le relais, hein, de la tragédie. Je vous rappelle que la tragédie était surtout populaire au XVIIe siècle, encore au XVIIIe, mais à la fin du XVIIIe siècle, commençait à perdre de sa popularité. Donc, en quelque sorte, le roman gothique, terrifiant au noir, aurait pris le relais de la tragédie pour provoquer le même effet, c'est-à-dire cette fameuse catharsis. Et évidemment, cette catharsis qui se produit
surtout lorsqu'on examine le lien entre le Gothic villain et la victime, va donc avoir son effet maximal lorsque, évidemment, bon, je vous rappelle le topos, hein, habituellement on a une héroïne hein, qui, au départ des romans noirs, est un personnage plutôt heureux qui vit dans des conditions sans trop évidemment avec mais sans trop de problèmes et évidemment il y a un retournement complet hein, de sa situation qui se provoque au cours des péripéties, retournement causé habituellement par les malversations amenées par le Gothic villain. Et évidemment cette épuration des passions hein, donc du grec catharsis en grec avec un K, cette épuration des passions va donc être axée sur deux principales passions, c'est-à-dire la pitié éléos en grec ou la peur phobos en grec. Donc le éléos, il s'agit en quelque sorte, hein, la pitié c'est en quelque sorte trembler, mais pour l'autre, hein, alors que la peur, le phobos, c'est-à-dire trembler, mais pour soi-même. Donc, évidemment, le spectateur va éprouver de la pitié pour les victimes hein, des Gothic villains ou des scélérats. Par exemple, Isabelle des Mathildes dans le Château de Trente, Antonia et Agnès dans Le Moine, ou encore Helena dans l'Italien. Évidemment, cette pitié va être engendrée par les calamités hein, qui s'abattent sur elle, qui est en quelque sorte un ingrédient essentiel de tous les romans noirs ou terrifiants. Évidemment, on va éprouver beaucoup moins de pitié pour les Manfred, Ambrosio ou Schedoni, mais ces Gothic villains vont en quelque sorte être responsables, eux, d'amener la peur hein, chez le lecteur, la peur où le lecteur va sentir que c'est en fait en quelque sorte une puissance invisible dont l'homme est le jouet. En d'autres termes, donc la peur et la vengeance, qui est son corollaire, vont avoir pour but de pousser le spectateur ou le lecteur, dans ce cas-ci, à prendre conscience des dangers qu'il y a à être déraisonnable. Donc on se rappelle hein, le destin d'Ambrosio, qui donc au départ commet une faute qui va l'amener vers une autre faute encore plus grande, dans un crescendo hein, qui va aboutir à la finale dont on se souvient. Alors, le grand paradoxe de tout ça, c'est que le lecteur, au lieu de ressentir de la peine, ben, le lecteur va ressentir du plaisir. Donc, le sentiment est essentiellement positif, malgré le fait que sont mis en scène des sentiments qui devraient amener un inconfort, hein, pitié et peur. Donc, en représentant les principale passion de pitié et de peur, l'auteur du roman terrifiant permet à d'éventuels lecteurs de se libérer de ces mêmes passions en les éprouvant, mais sur le mode de l'imaginaire, dans la fiction, dans l'imagination. Et c'est là où donc je vais vous donc définir peut-être un petit peu plus la catharsis. Donc la catharsis, qu'est-ce que c'est? Exactement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire littéralement la purgation des passions. Et dans le cas qui nous occupe, dans le cas de la tragédie ou du roman noir, les deux principales passions dont il s'agit, je vous rappelle, la pitié et la peur qui peut se décliner sous forme de terreur, d'horreur ou d'angoisse. Alors, pour reprendre une citation d'Élisabeth Duro-Boussay toujours, la peur et la vengeance ont pour but de pousser le spectateur ou le lecteur à prendre conscience des dangers qu'il y a à être déraisonnable. L'osmose ou la symbiose entre la tragédie du personnage et le spectateur ou le lecteur, dans le cas qui nous occupe, entraîne la catharsis, la purgation des passions du spectateur par le spectacle qu'il regarde ou du lecteur par le texte qu'il lit. Donc, autrement dit, je vous rappelle ici que cet effet de catharsis va en quelque sorte substituer le plaisir de la lecture à la peine que les personnages éprouvent. Et c'est bien important de comprendre qu'il n'y a pas ici d'expérience pathologique ou difficile ou inconfortable de la part du spectateur-lecteur, même si ce qui est représenté sont essentiellement
est essentiellement une sensation, je dirais, négative. Aussi, pour reprendre les propos de Maurice Lévy, pour les lecteurs du roman gothique, les situations exceptionnelles où se trouve placée l'héroïne satisfont à leurs besoins d'exotisme, donc aux besoins d'exotisme du lecteur, tandis que l'ultime aboutissement des intrigues permet au mécanisme d'identification de pleinement fonctionner. C'est-à-dire que le lecteur va s'identifier à ses héroïnes, et je vous rappelle que la plupart des cas, il y a une petite exception évidemment dans Le Moine, mais dans la plupart des cas, le roman noir se finit en happy end, c'est-à-dire que les gothic villains, les méchants, sont punis, et l'essentiel de ces romans se termine par un mariage habituellement. Donc évidemment, cette finale est beaucoup plus positive chez Anne Radcliffe, où donc en d'autres termes, à la fin de l'Italien, les méchants sont punis et tous les bons réussissent. Donc Vincenzo va se marier avec Elena à la toute fin, en ayant le consentement à la fois de la mère de Vincenzo et de son père. Tandis que chez Lewis, il y a quand même une finale avec des mariages. Je vous rappelle que Raymond de la Cisternas finit par se marier avec Agnès. Virginie finalement va se marier avec Lorenzo, mais dans le cas de Lewis, il y a une petite particularité. Il y a certaines des héroïnes qui vont évidemment y laisser leur peau. C'est le cas d'Antonia. Et évidemment, on ne peut oublier le petit enfant, le petit bébé mort-né d'Agnès. Mais ça, c'est particulier chez Lewis. Habituellement, donc, il y a quand même une finale, somme toute, positive qui va permettre à la toute fin de s'identifier, donc au lecteur de s'identifier au personnage. Donc ça résume les deux postures philosophiques, ou je dirais interprétatives, qui vont donc à la fois converger et je dirais que en fait, pour reprendre en terminant pour terminer cette section, toujours les propos d'Élisabeth Duroux-Bousset, que je cite, « Le gothique apparaît donc comme un exutoire permettant de mettre en scène la transgression des tabous moraux et sexuels. Le roman gothique est thérapeutique parce qu'il donne une représentation symbolique de la vie intérieure. » Ça, c'est très intéressant parce que c'est là où le passage de la peur extérieure va rejoindre le passage à la peur intérieure, la peur à l'intérieur de nous. Les fantasmes et les pensées inconscientes doivent trouver une forme d'expression, mais celle-ci ne peut se produire qu'en un lieu, sur une autre scène que la vie réelle, séparée de la vie ordinaire, mais pourtant articulée à elle. Donc c'est intéressant parce que dans cette citation, Élisabeth Duroux-Bousset va en fait rejoindre l'autre posture interprétative, celle de Valérie Courville-Nicole, que je vous avais présentée il y a quelques minutes. Alors maintenant, ces deux postures interprétatives vont nous ramener par deux chemins différents à ce point focal de notre leçon aujourd'hui, c'est-à-dire la distinction entre terreur ou horreur. Je vous rappelle que, donc si on revoit les maîtres du roman noir, que Matthew Gregory Lewis avait avoué avoir voulu écrire son roman Le Moine dans le style du Château d'Otranto, d'une part, on avait ça déjà auparavant, mais aussi en réaction à sa lecture des Mystères du Dolph d'Anne Radcliffe, le roman qui avait connu un succès sans précédent et qui représentait, selon Lewis lui-même, et je le cite ici dans une lettre à sa mère, un des livres les plus intéressants qui ait jamais été publié. Donc je vous rappelle que la version originale anglaise des Mystères du Dolph est publiée en 1794, la traduction française en 1797, Matthew Gregory Lewis lit Les Mystères du Dolph, publie Le Moine en 1796 en réaction, la traduction française est publiée en 1797, et ce qui est très intéressant à ce point-ci, c'est qu'il y a un énorme paradoxe. Donc vous l'avez constaté en lisant Le Moine et l'Italien, qu'il y a sans doute beaucoup plus de caractéristiques qui opposent ces deux romans ou les deux auteurs, qu'il y en a qui les rapprochent, même s'ils sont considérés tous les deux comme faisant partie du roman noir. Évidemment, je vais repasser en détail les différences entre les deux principales caractéristiques qu'on peut retrouver dans les romans de Lewis et de Radcliffe. Mais ce qui est très, très, très intéressant pour nous ici,
c'est qu'à ce point, après la parution du Moine, donc, Anne Radcliffe va être vraiment choquée, hein, troublée d'avoir pu inspirer un roman comme Le Moine à Matthew Gregory Lewis, et c'est une des raisons pour lesquelles elle va entreprendre la rédaction de son dernier roman publié de son vivant, L'Italien, que vous êtes en train de lire, que vous avez terminé de lire récemment. Donc pourquoi elle a écrit L'Italien? C'est pour démontrer que son style différait radicalement de celui de Lewis. C'est la raison pour laquelle elle va reprendre le même thème, donc le thème du moine scélérat, mais selon une approche esthétique tout à fait différente. Et ce qui est encore plus intéressant pour nous, donc je vous rappelle que L'Italien est publié en 1797 dans sa version originale anglaise en réaction à la publication du Moine l'année précédente, et la version française va être disponible la même année. On voit que l'année 1797 pour le public français est déterminante, et c'est là où le roman noir va avoir son effet le plus considérable en France. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1797, au moment où Radcliffe écrit L'Italien, il va écrire aussi en parallèle un essai théorique qui a été publié seulement après la mort d'Anne Radcliffe en 1826. Mais dans cet essai théorique, et c'est là où ça devient très important pour vous, afin de répondre à la question de l'analyse numéro 2, c'est là où elle va définir en fait la différence fondamentale entre l'approche esthétique ou le moment esthétique de la terreur et de l'horreur. Donc, je vous donne cette citation en traduction française avec quelques commentaires. Donc, vous avez vu que j'ai mis tout ce qui se rapporte à la terreur en jaune et tout ce qui se rapporte à l'horreur en rose. Alors, ce qu'elle dit: la terreur et l'horreur sont si opposées que la première, c'est-à-dire la terreur, favorise l'expansion de l'âme et éveille les facultés à un plus haut degré de vie. L'autre, c'est-à-dire l'horreur, les contracte, les gèle et les anéantit presque. Je pense que ni Shakespeare ni Milton dans leur fiction, ni M. Burke dans son raisonnement, ne considéraient l'horreur véritable comme une source du sublime, alors qu'ils admettent tous que la terreur en est une et des moins négligeables. Et en quoi réside la grande différence entre l'horreur et la terreur, sinon dans l'incertitude et l'obscurité qui accompagnent la seconde, c'est-à-dire la terreur quant au mal redouté. Alors je pense que ça décrit vraiment très très bien la différence entre ces deux moments esthétiques. En d'autres termes, ce que Radcliffe veut dire, c'est que la terreur va laisser à l'imagination du lecteur le soin de compléter ce que l'esthétique de l'horreur décrit à grand renfort de détails atroces. Autrement dit, la terreur s'adresse à l'imagination du lecteur qui doit compléter les scènes selon sa propre imagination dans sa tête, alors que l'horreur va décrire à grand force de détails sordides les situations compromettantes des personnages. Par exemple, les meurtres commis par Schedoni dans L'Italien sont antérieurs à l'histoire, et on ne peut y avoir accès que par le récit qu'en fait le père Ansaldo lors de sa comparution à l'Inquisition. Mais aucun détail précis n'est donné. Alors que chez Lewis, évidemment, on décrit avec moult détails les atrocités entourant la conduite d'Ambrosio. Donc beaucoup de cadavres en putréfaction, etc., etc. Autrement dit, la terreur va s'adresser plus à l'imagination, alors que l'horreur va s'attarder plus à décrire les situations compromettantes. Et je pourrais ajouter peut-être aussi que, évidemment, la terreur va s'adresser beaucoup plus à, je dirais, à l'intellectuel, à la pensée, tandis que l'horreur va s'attarder beaucoup plus au physique, c'est-à-dire aux dégradations physiques qui sont décrites dans la fiction. Donc, aussi, d'autre part, la terreur, et Radcliffe le dit bien dans la citation que je viens de vous lire, Radcliffe va produire des circonstances dans ses romans qui vont induire la terreur, qui vont être susceptibles d'élever la sensibilité du lecteur pour
essentiellement purifier son jugement en faisant référence au sublime de Burke. Évidemment, l'idée c'est que, en fait, en apportant la douleur et le danger pour le lecteur sans qu'il ne soit lui-même exposé, hein, va participer à cette espèce de purgation. On rejoint ici, en fait, l'effet de catharsis de la tragédie. Et les sources qui vont inspirer donc l'incertitude, la confusion, c'est-à-dire la noirceur, la solitude, le silence, les paysages sublimes de la nature sauvage, vont participer de cette esthétique. Par exemple, je vous rappelle, si vous voulez avoir un exemple typique de l'utilisation du sublime chez Radcliffe qui fait référence à l'apparition de la nature sauvage, donc allez prendre l'arrivée d'Elena au couvent de San Stefano lorsqu'elle a été enlevée et qu'elle approche du couvent de San Stefano. Ça se trouve à la page 116 de votre édition, donc page 116, tout juste à la fin du chapitre 6. Vous avez toute une page ou presque où on décrit l'arrivée de ce monastère, à l'arrivée à ce couvent de San Stefano, ce monastère de San Stefano. Donc sur des hautes montagnes, près d'un précipice, on doit passer un pont, etc., etc. Donc vous allez avoir un exemple ici de l'utilisation du sublime pour créer cet effet de peur de terreur plutôt chez le spectateur. Alors voilà, je pense que ça explique quand même assez bien ce que je voulais vous dire à ce propos. Et avant de conclure, j'aimerais peut-être bon, excusez-moi, on va retourner ici. Donc voilà, avant de conclure, j'aimerais peut-être vous résumer peut-être quelques différences très très rapidement en rafale, toujours afin de vous aider à répondre à la question 2 de l'analyse numéro 2. Donc chez Radcliffe, on utilise l'esthétique de la terreur sublime, c'est-à-dire en essayant de provoquer chez le spectateur la peur et le désir pour lui permettre l'éducation morale. Le surnaturel est la plupart du temps expliqué. Il y a une petite exception dans l'italien, cette espèce de main avec le doigt ensanglanté qui pointe chez Donnie et Spalatro lorsqu'il se dirige vers la chambre où est gardée Helena. Donc cette apparition de la main ensanglantée n'est pas expliquée, mais c'est à peu près le seul épisode dans tous les romans de Radcliffe où ce n'est pas le cas. Mais par contre, si vous reprenez l'épisode où Vincenzo de Vivaldi est dans les prisons d'Inquisition et que tout à coup apparaît cet être qui rôdait également dans les ruines de Paludi au début du roman, donc cet être qui se révèle être Nicolas de Zampari, lorsqu'il apparaît de façon un peu surnaturelle dans le cachot de l'Inquisition, on a l'explication évidemment à la suite, c'est qu'il était un membre lui-même, un proche de l'Inquisition et connaissait des souterrains et des portes secrètes qui lui permettaient très rationnellement d'avoir accès à la cellule où était emprisonné Vincenzo. Ensuite, donc on a un recours systématique au sublime de la nature, donc il y a énormément de passages où vous pouvez le voir dans l'italien. Une utilisation minimale de l'insolite ou des phénomènes surnaturels, donc c'est vraiment, ça donne un bon effet de contraste entre Radcliffe et Lewis dans les deux romans que vous avez lus. Donc on utilise de façon très très différente le recours aux événements surnaturels. Il y a un souci de bienséance chez Radcliffe aussi. Le viol, l'inceste, la violence, la sexualité exacerbée sont tous antérieurs à la narration, en quelque sorte. Et les meurtres de chez Denis et sa conduite scandaleuse, on n'y donne pas trop de détails. On laisse ça à l'imagination du public lecteur, donc une certaine forme de bienséance. Et évidemment, on va jouer sur le plaisir issu du soulagement lié à la résolution de l'énigme. Mais en fait, l'italien, c'est une des premières formes de thriller ou de suspense qui s'apparente aux enquêtes des romans policiers. Et évidemment, on joue sur le plaisir qui est provoqué chez le lecteur en découvrant les différentes intrigues du personnage. Et le fait de retarder cette résolution de l'énigme participe aussi de l'effet de
de suspense, de thriller, et qu'on va associer aussi, en quelque sorte, à la terreur. Hein. Le fait de toujours anticiper avec anxiété le cours des événements. Si on compare maintenant avec Lewis, donc chez Lewis, esthétique plutôt de l'horreur, hein? On va décrire à grand renfort de détails toutes les atrocités qui sont commises dans le roman. Le surnaturel demeure essentiellement inexpliqué, donc rien pour expliquer l'apparition du diable, rien pour expliquer la nonne sanglante, rien pour expliquer toujours de manière rationnelle hein, le miroir magique ou Ambrosio von Antonia. Un recours minimal au sublime de la nature. Hein. Oui, il y a un décor avec des souterrains, etc., qui est typique du roman gothique, mais ces scènes donc de paysages avec les montagnes et la nature, et donc le seul moment peut-être dans Le Moine où on a peut-être un épisode qui se rapproche de ça, c'est lorsque Mathilde a recours aux puissances infernales, donc il y a un tremblement de terre avec de la lumière qui sort du souterrain et tout, mais c'est pas mal le seul moment où on peut y référer. Ensuite, utilisation soutenue de l'insolite hein, ou des phénomènes surnaturels, je viens d'en parler, donc voilà. Et chez Lewis, tout peut être montré, hein, viol, inceste, violence, sexualité exacerbée. Donc on le montre et on le décrit dans une certaine forme hein, que j'appellerais d'outrance macabre. Évidemment, le recours principal de Lewis à la transgression des tabous, va donc faire en sorte que ce qu'on veut montrer, hein, donc le but moral, c'est de où peut conduire hein, une première faute et où peut conduire la transgression lorsqu'on on est engagé dans la spirale du mal avec un grand M. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider. Donc, évidemment, en conclusion, que ce soit chez Radcliffe ou chez Lewis, je vous rappelle que on a en quelque sorte une même morale, hein, c'est-à-dire d'utiliser la peur pour inciter chaque individu à se prendre en charge dans le contexte particulier hein, du public qui nous intéresse ici, c'est-à-dire le public français de la fin du 18e siècle, qui vient tout juste de sortir de la terreur avec un T majuscule, hein, qui est toujours dans la spirale de la violence de la Révolution française. Et en quelque sorte, c'est ce but moral qui est inscrit dans ces romans gothiques aurait pour effet hein, de prévenir justement le retour à la violence et à l'incivilité, le retour aux inégalités de l'Ancien Régime. Et je vous rappelle ici, hein, donc, le but moral, c'est que on essaie que le citoyen lecteur, dans ce cas-ci, plusieurs lectrices aussi, dans la société libérale qui s'est opposée au pouvoir tyrannique, c'est-à-dire à la monarchie absolue de l'Ancien Régime, au pouvoir ecclésiastique, c'est-à-dire à la superstition catholique, dans ce cas-ci, qui existait dans l'Ancien Régime, et qui s'est opposé au pouvoir du père, c'est-à-dire la société patriarcale. C'est ce qui fait que aussi il y a plusieurs femmes hein, qui vont être auteurs de romans gothiques, romans noirs, que ça va toucher aussi les femmes. Donc, tout en s'opposant à ces pouvoirs de l'Ancien Régime, ce qu'on vise à faire, c'est que l'individu dans la société libérale en arrive hein, à se comporter moralement de manière correcte. Et en quelque sorte, ça reprend les propos de Valérie de Courville-Nicole, c'est-à-dire que la peur du diable ou du tyran despotique va passer en quelque sorte à l'intérieur de l'individu, et le principal but moral de ces romans, c'est que l'individu en vienne à maîtriser tout en les identifiant et en les reconnaissant les pulsions meurtrières, les passions qui sont à l'intérieur de lui. En fait, ce qu'on essaie de faire, hein, que ce soit par la terreur chez Radcliffe ou par l'horreur chez Lewis, c'est engendrer chez le lecteur la maîtrise des passions, provoquer l'expulsion, la catharsis hein, du mal et de la peur, et favoriser une éducation morale qui est justement induite par la peur et le danger. Donc si je résumais peut-être en terminant,
le frisson agréable qui est associé au sublime hein, chez Radcliffe. Donc, je vous rappelle chez Radcliffe des successions de scénarios terrifiants qui trouvent leur explication rationnelle, vont en quelque sorte aider à amener l'individu à ce contrôle hein, des passions individuelles, alors que chez Lewis, lui, il va passer plutôt par l'horreur explicite et va montrer les ravages causés par la transgression. Et c'est ce que je veux que vous me disiez dans la question numéro 2 de l'analyse numéro 2, en fait. Quelle est selon vous, hein, selon votre interprétation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, quelle est l'approche hein, la plus efficace pour rejoindre ce but moral qui est commun? Donc je vais terminer avec une citation de Nicole Courville, toujours. En tant que forme d'éducation morale, la littérature est ainsi soumise de façon croissante à un examen disciplinaire où elle est jugée en fonction de ses effets, moraux ou immoraux, sur les croyances et le comportement de ses lecteurs. Ça rejoint en quelque sorte la question numéro 2 de l'analyse numéro 2. Hein? Est-ce que l'approche préconisée par Radcliffe est plus efficace, selon vous, que celle préconisée par Lewis pour accomplir hein, le but moral qui sous-tend tous les romans noirs? Alors, je vous remercie et j'espère que cette présentation aura éclairé les deux principaux moments esthétiques que l'on retrouve hein, dans les romans gothiques terrifiants au noir, c'est-à-dire l'horreur ou la terreur. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle fin de journée et à la semaine prochaine.